Chers étudiants, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à ce cours d'économie monétaire et financière 1. Je suis Hassan Bougontouche, donc je suis professeur d'économie à la faculté de droit de Mohammedia. Donc j'anime le cours d'économie monétaire en S3. J'ai aussi un cours en S4, donc un cours de finances publiques ou de financement de l'économie, ou de l'économie financière publique pour être plus précis. Et je termine avec un cours en S6, un cours d'économie internationale. Alors, le cours de cette année, en fait, c'est un cours qui s'insère dans votre processus de formation. L'année dernière, vous avez traité, en S2, vous avez traité les aspects relatifs à la macroéconomie. Donc, je pense que chacun d'entre vous doit être à l'aise avec l'équilibre macroéconomique. Donc, probablement, vous avez traité l'aspect d'équilibre réel. Et bien entendu, à un moment donné, on vous a introduit l'aspect monétaire à travers le modèle ISLM. Alors, le cours de cette année, en fait, c'est une suite, tout simplement parce que l'économie monétaire fait partie de la macroéconomie. Et donc, si on doit faire un peu le parallèle avec le modèle ISLM, on va dire que ce cours, il va traiter de L et de M. C'est-à-dire, il va traiter essentiellement de l'offre et de la demande de monnaie. Donc, comment se fait cette offre et comment se fait cette demande de monnaie. Euh, L'équilibre monétaire, bien entendu, et les déséquilibres, pour être plus précis. Alors, donc en fait, le cours de cette année, de ce semestre plutôt, il va tout simplement se dérouler en 5 phases. Dans un premier temps, bien entendu, on va essayer de voir les aspects relatifs à la monnaie, essentiellement. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, je vais commencer par introduire ce cours en parlant de la monnaie de manière générale. Donc, c'est quoi d'abord cette monnaie? euh, les, euh, donc une définition, si vous voulez, qui va nous permettre d'avoir un fil conducteur tout au long de ce cours. On parlera des formes de la monnaie, donc je ne veux pas trop insister là-dessus parce que je pense que ce sont des choses qui sont plus ou moins connues. Les fonctions de la monnaie, très très important. Donc voir un petit peu quel rôle elle joue la monnaie dans une économie et parler de la nature de la monnaie. Plus précisément, je parlerai des principales propriétés de la monnaie. Après, on va peut-être aborder un petit côté que l'on peut qualifier d'un peu technique, c'est le processus de création de monnaie. On va voir que la monnaie, sa création, elle suit un processus, d'accord? C'est-à-dire la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, elle a été tout simplement créée. Donc, ce qui crée la monnaie, ce sont les banques, donc les banques commerciales, et on va voir selon quelle logique cette monnaie elle est créée. Donc, on passera en revue un peu les deux principaux mécanismes de la création monétaire, à savoir le mécanisme du multiplicateur et le mécanisme du diviseur du crédit. Après, on va aborder les aspects relatifs à la théorie de la monnaie. C'est normal, vous êtes des jeunes économistes, alors il faut savoir un petit peu quelles sont les écoles de la pensée ou bien les économistes qui ont réfléchi sur les problèmes monétaires. Et donc, là, on va voir que la plupart des théories réfléchissent essentiellement sur les déterminants de la demande de monnaie. Donc, je vais aborder avec vous les théories un peu classiques, si vous voulez, en commençant par la théorie quantitative de la monnaie, notamment la théorie de Fisher, et essayer de voir par la suite comment est-ce que cette théorie elle a été développée, si vous voulez, par d'autres courants, notamment des courants classiques, néoclassiques. Et on va voir un peu aussi la révolution keynésienne, donc comment est-ce que les keynésiens ils ont abordé les aspects monétaires et plus précisément quel statut ils ont accordé à la monnaie dans leur théorie macroéconomique essentiellement. Et puis après, voir par la suite quels sont les nouveaux courants de la monnaie. Alors, on va voir que ces nouveaux courants, ce sont des courants un peu qui ont repris
les théories classiques de la monnaie, néoclassiques, et ils ont développé des théories qui donnent un rôle primordial à la monnaie dans les grands équilibres macroéconomiques. Et à ce niveau-là, je vais voir avec vous surtout les théories monétaristes, notamment représentées par des écoles essentiellement américaines, donc des écoles d'Amérique du Nord, notamment à travers la théorie ou les théories de Milton Friedman. Après ce tour d'horizon de la théorie monétaire, eh bien sûr, on a traité l'équilibre monétaire. Donc, quand on parle d'offres et de demandes, et vous êtes plus ou moins habitué en tant qu'économiste, quand on vous parle des marchés, quand on vous parle de l'offre et de la demande, eh bien, il y a un équilibre, donc qu'on appelle l'équilibre monétaire. Et cet équilibre monétaire, on va voir un peu quelles sont ses conditions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en cas de rupture de cet équilibre? Alors, on va surtout voir un aspect du déséquilibre monétaire qu'on appelle l'inflation. Donc, il faut voir un peu ce que c'est que cette inflation, comment est-ce que l'inflation elle est mesurée, donc quel est l'indicateur qui nous permet de mesurer l'évolution de l'inflation ou de ce qu'on appelle la hausse du niveau général des prix. Ensuite, on va essayer de voir pourquoi est-ce que l'inflation donc elle est crainte par les différents gouvernements, c'est-à-dire pourquoi est-ce que depuis je dirais une trentaine d'années, à peu près depuis le début des années 80, la monnaie elle est devenue, ou plutôt la stabilité monétaire est devenue une priorité de beaucoup de gouvernements, donc notamment à travers leur banque centrale. Et donc là, je passerai en revue ce qu'on appelle donc les coûts de l'inflation. Alors, il y a des coûts qui sont en fait qu'on peut qualifier de coûts de transaction. Donc, il y a des coûts liés à l'incertitude. Il y a des coûts pour certains acteurs économiques. Je ne sais pas, euh, un créancier, par exemple. Donc, il est en général pénalisé par l'inflation, alors qu'un débiteur, donc quelqu'un qui doit de l'argent aux autres, quelqu'un qui s'endette, notamment des entreprises, des États, il profite donc de cette inflation. L'inflation aussi, elle a un coût en matière donc qu'on peut qualifier de distorsion des mécanismes du marché. Donc, on va voir que avec l'inflation, les prix ne sont plus des prix entre guillemets des prix vrais, c'est-à-dire un prix vrai en fait, c'est un prix qui doit juste refléter la rareté de la chose, ce qu'on appelle la pénurie de la chose, et l'inflation, elle perturbe ce calcul, donc elle ne permet pas d'avoir ou de se fier ou d'avoir des prix sur lesquels on peut compter pour prendre nos principales décisions, que ce soit nos décisions de consommateurs, des décisions d'investisseurs, d'épargnants, etc., etc. Et puis après, bien entendu, on terminera par les décisions en matière de politique, en matière monétaire, en matière de politique monétaire, à travers la politique monétaire. Là, je vais essayer de vous préciser essentiellement les principales doctrines en matière de politique monétaire. On va voir qu'on n'a pas une seule politique monétaire, mais en fait, il y a plusieurs doctrines hein, en la matière. Donc, on va essayer de voir que dans l'histoire récente, en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une nette domination des politiques monétaires, un peu d'inspiration keynésienne, donc on verra ce que c'est. Et puis, depuis le début des années 80, eh bien, on a changé un peu de doctrine et beaucoup de banques centrales aujourd'hui, qui sont en fait ceux qui conduisent la politique monétaire dans un pays, eh bien, ces politiques monétaires, elles sont aujourd'hui d'inspiration monétariste où la stabilité des prix est devenue la priorité. Alors ça, c'est par rapport à l'aspect doctrinal. Après, vous avez bien sûr ou ce qu'on appelle la stratégie monétaire de manière générale. Après, vous avez des instruments. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus ou moins technique. Donc, comment est-ce que les banques centrales ou quels outils les banques centrales vont-elles utiliser pour influencer le niveau de la masse monétaire dans l'économie en fonction de la conjoncture économique ou de la position qu'un pays occupe au niveau d'un cycle économique ou d'un cycle conjoncturel. Alors, tantôt, on va utiliser ces instruments pour
relancer l'économie, donc c'est injecter plus de moyens de paiement dans l'économie afin donc d'encourager la consommation, d'encourager l'investissement et donc permettre à l'économie de s'engager sur la voie de la croissance. Ou bien vous avez des politiques qui sont beaucoup plus restrictives, c'est-à-dire des politiques qui consistent à limiter cette création monétaire à travers la mise en place d'un certain nombre d'outils, bien sûr, dans le but de maîtriser le niveau général des prix. Et puis, je terminerai donc par une parenthèse, bien entendu, sur la nouvelle politique monétaire du Maroc depuis, en tout cas, depuis le début des années 2000. Alors maintenant, par rapport à… euh, donc, je vous dirai ou je vous dis donc clairement comment je compte travailler avec vous pendant ce cours, en tout cas pendant les semaines qui viennent. J'ai mis à votre disposition donc un petit cours, donc des slides en fait sous forme de donc un PowerPoint, donc à peu près une soixantaine de slides qui couvrent plus ou moins donc le champ de ce cours, enfin les 5 parties que je viens de vous présenter, mais ce document n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce que, comme vous le savez bien, donc, dans les slides, on ne peut pas donner le détail d'un cours. Les détails, bien sûr, je les donnerai par vidéo, bien sûr, donc comme on le fait aujourd'hui. Je peux vous inviter des fois à assister à un cours en direct, c'est-à-dire on a aujourd'hui des moyens qui nous permettent de nous adresser directement à nos étudiants, des fois où on peut bien sûr permettre aux étudiants peut-être de poser des questions par rapport à certains aspects du cours. Mais si on ne peut pas faire ce live, donc on ne peut pas faire ce cours directement, soyez sûr que pour chaque cours, bien sûr, vous aurez une vidéo enregistrée, en tout cas tout au long de ce semestre. Et il y a un troisième élément, à côté des vidéos enregistrées, il y a un certain nombre d'articles que vous avez l'obligation de lire. Donc, pour l'instant, je suis parti avec des petits articles, hein, donc il ne faut pas croire que c'est des articles de plusieurs pages. Donc, en général, on peut avoir 2, 3 petites pages donc relatives ou qui traitent un aspect bien précis de notre cours. Eh bien, ces petites fiches ou ces petits articles, vous êtes dans l'obligation de les lire parce qu'ils font partie de l'examen pour une raison très simple, c'est que en général, ces petits articles, ils détaillent un peu un aspect que je traite avec vous dans un cours déterminé. Alors voilà, donc le cours, c'est à la fois les slides, c'est les enregistrements vidéo et bien sûr ces petits articles. Alors pour l'instant, je pars avec 5 petits articles, mais en fonction de l'évolution du cours, je peux mettre à votre disposition encore d'autres petites fiches, peut-être des petits résumés de cours. En cas si on doit traiter un aspect plus ou moins technique, et bien sûr peut-être donc de nouveaux articles qui traitent tel ou tel aspect de notre cours. Voilà, ça c'est par rapport au conseil relatif pardon, donc à la préparation de ce cours. Alors maintenant, l'élément, on peut déjà commencer par donc voilà, vous avez ici les lectures obligatoires. Donc ces lectures, ces articles seront à votre disposition au fur et à mesure de l'avancement du cours. Alors le cours d'aujourd'hui, en fait, c'est un cours qui va traiter des aspects de base ou certains éléments que vous devez maîtriser pour la suite de ce cours. Donc, c'est un cours qui sera dédié donc à la présentation des formes de la monnaie. Quel rôle la monnaie elle joue dans l'économie, c'est ce qu'on appelle les fonctions de la monnaie. Et puis, quelle est la vraie nature de la monnaie par rapport à d'autres actifs que l'on peut utiliser de manière générale dans une économie de marché. Alors d'abord, je commence par une petite définition de
de la monnaie, en fait, on dit que la monnaie, ce sont des actifs ou c'est l'ensemble des actifs acceptés, donc je vous dirai pourquoi, et que les individus utilisent régulièrement pour réaliser leurs transactions. Donc, autrement dit, la monnaie est un actif, donc c'est quelque chose qui a une certaine valeur, si vous voulez, donc aux yeux de ceux qui l'utilisent. Donc, on verra quelles sont les caractéristiques de la monnaie comme actif par rapport à d'autres types d'actifs, par exemple par rapport aux actifs financiers, par rapport à des actifs réels. Accepter, c'est-à-dire que ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que dès qu'on a un actif qui présente un certain nombre d'aspects pratiques, il est accepté par les membres d'une communauté, qu'on appelle une communauté monétaire, eh bien, cet actif, il peut servir de moyen pour réaliser l'échange. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que depuis des siècles, on a inventé des actifs, donc, mais ces actifs, bien sûr, ils ont une certaine valeur aux yeux des usagers, donc aux yeux des utilisateurs, donc ils sont acceptés, d'accord? Acceptés comme moyen pour faciliter l'échange, d'accord? Alors, quand on dit transaction, et il ne faut pas oublier que des transactions, elles peuvent être soit des transactions réelles, où la monnaie, elle va jouer donc un rôle de facilitateur de l'échange. On verra ça tout à l'heure quand on traitera des fonctions de la monnaie, ou les transactions financières. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui portent sur des actifs financiers dans une économie. Je ne sais pas, on prête de l'argent, on emprunte, on place de l'argent sur des marchés financiers. Donc, en fait, la monnaie, elle peut être utilisée comme un moyen, soit pour accorder, je ne sais pas, donc, des crédits, donc pour offrir des moyens de paiement à certains acteurs économiques en vue de la consommation ou bien en vue de l'investissement de manière générale, ou bien on utilise la monnaie également pour nous libérer de nos dettes. D'accord, donc ça c'est les deux aspects que vous devez retenir pour l'instant. Donc en fait, c'est un actif accepté, d'accord? Accepté pourquoi? Accepté pour l'échange. Et cet échange, bien sûr, il peut soit être un échange qui porte sur des biens réels, comme un échange qui peut porter sur des actifs financiers. Alors, le deuxième élément, ce sont les formes de la monnaie. Donc ça, c'est donc le premier aspect de ce premier chapitre. Et je commence d'abord par cette première idée que la monnaie, historiquement, était une marchandise. Alors, une marchandise, ça veut dire une marchandise acceptée, encore une fois, acceptée par une communauté monétaire. Donc, ça peut être, je sais pas, donc dans le temps, c'était un village, ça peut être une région, ça peut être un pays, comme aujourd'hui, on peut même avoir une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Donc, si aujourd'hui, on prend l'exemple de monnaie internationale telle que le dollar américain, ce n'est pas seulement une monnaie qui est acceptée à l'intérieur de la communauté américaine, si vous voulez, donc à l'intérieur de la société américaine, mais c'est également un moyen qui est accepté à l'échelle internationale, puisque aujourd'hui, une bonne partie des transactions internationales, elles utilisent le dollar comme moyen donc pour faciliter l'échange, pour financer donc l'économie mondiale, etc. Donc en fait, au départ, la monnaie était une marchandise. Et ça, en fait, c'est un élément qui est très très important parce que la marchandise, par définition, elle a une valeur propre. Et donc les premières monnaies, elles avaient des valeurs propres, c'est-à-dire elles avaient ce qu'on appelle des valeurs intrinsèques. Une valeur intrinsèque, ça veut dire que la chose, on va l'accepter comme moyen de paiement, mais je sais très bien que cette chose, si j'en veux pas, je peux la vendre. Donc, elle a en fait un double statut. On utilise la chose pour faciliter l'échange. Ça, c'est vraiment l'une des missions
d'une monnaie, donc c'est faciliter l'échange, elle joue le rôle d'intermédiaire si vous voulez, mais la caractéristique des premières monnaies, c'est que c'était des monnaies qui avaient une valeur propre, c'est-à-dire ces monnaies-là, elles facilitaient l'échange, mais en même temps, elles étaient négociées sur un marché, on pouvait les vendre, on pouvait les acheter. Et là, à titre d'exemple, on peut parler par exemple de l'or, qui était dans beaucoup de communautés monétaires, il était utilisé comme monnaie. Et l'or, comme vous le savez bien, il a une valeur intrinsèque. C'est-à-dire qu'il y a un marché de l'or, il y a un marché où on va acheter ou vendre de l'or. D'accord. L'argent dans d'autres communautés, d'accord, et avec d'autres types de marchandises. Je ne sais pas, il y avait des communautés qui pouvaient utiliser des coquillages. Donc, le coquillage, il avait une certaine valeur aux yeux des membres de cette communauté. Et donc, en fait, on peut le choisir, on peut choisir ces coquillages comme moyen pour faciliter l'échange du moment que c'est accepté. D'accord. Dans d'autres communautés, on pouvait utiliser du bétail. Hein, donc, on pouvait utiliser des chèvres. Hein, une chèvre, dans ce cas-là, elle va avoir un double rôle. Elle va être utilisée comme moyen pour faciliter l'échange. Donc, je ne sais pas, je vais offrir 3 chèvres pour obtenir un petit lopin de terre. Comme donc la chèvre, je peux la vendre sur un marché. Et donc, dans ce cas-là, la chèvre, elle est considérée comme un actif qui a une valeur intrinsèque. Et s'il a une valeur propre, bien sûr, on peut donc le vendre ou l'acheter sur un marché. Aujourd'hui, donc, l'élément qui est très, très important à retenir quand on parle des formes de la monnaie, c'est que les formes de la monnaie aujourd'hui, elles se sont diversifiées, mais la monnaie aujourd'hui, elle est acceptée parce qu'on fait confiance dans l'autorité qui la crée et qui la met en circulation. C'est-à-dire que les moyens de paiement qu'on a à nos dispositions aujourd'hui, sous différentes formes, que je vais évoquer avec vous dans un instant, c'est-à-dire des pièces, des billets de banque, l'argent que vous avez à la banque, etc., etc., en fait, ce sont des formes différentes. Et ce sont des formes qui n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est-à-dire que le fait de dire que je vais accepter, par exemple, comment dirais-je, d'offrir un cours d'économie d'une heure quelque part à quelqu'un qui m'engage en tant qu'animateur d'un séminaire ou animateur d'un cours quelque part. Donc, je vais dire, bon, je vais facturer ce cours à, allez, 1000 dirhams, par exemple. Eh bien, cette personne, elle va me payer comment? Elle va me payer en billets. Alors, un billet, justement, il a une valeur intrinsèque qui est seulement de quelques centimes. C'est-à-dire, pour produire un billet de banque, eh bien, le coût de production, il est dérisoire. D'accord? Et le billet en tant que tel, il n'a pas de valeur intrinsèque. Je ne peux pas le vendre. Bon, peut-être que si j'ai aujourd'hui des billets de banque qui datent du 19e siècle, d'accord? Eh bien, ça, c'est donc, comment dirais-je, c'est des actifs de collection, si vous voulez, donc qui ont une certaine valeur qui n'a rien à voir avec la valeur qui est inscrite sur le billet. D'accord? Aujourd'hui, on va dire, je ne sais pas, je vais accepter un billet de 20 dirhams ou bien un billet de 50 dirhams ou un billet de 100 ou de 200 dirhams, justement parce que, en contrepartie de quelque chose que j'offre, uniquement parce que j'ai confiance dans l'autorité qui met en circulation ces billets, c'est-à-dire la Banque centrale du Maroc, donc la Banque du Maghreb, qui va faire en sorte à ce que cette valeur ou la valeur de ces billets ou de ces pièces reste plus ou moins constante, que cette valeur ne baisse pas dans le temps. Et c'est l'un des éléments qui me pousse à accepter cette monnaie comme moyen de paiement en contrepartie de quelque chose que je mets au service de l'autre. D'accord. Donc, il faut retenir qu'aujourd'hui, eh bien, la notion de monnaie de marchandise, elle est abandonnée. Donc, en fait, elle n'est pratiquement plus utilisée, sauf peut-être dans des villages reculés, dans l'Amazonie ou je ne sais où. Mais j'accepte aujourd'hui des moyens de paiement uniquement parce que j'ai confiance dans l'autorité qui la met en circulation, notamment des autorités monétaires qui sont représentées
généralement par des banques centrales. D'accord? Voilà, ça c'est important. Alors maintenant, par rapport aux formes, bon, les formes, vous les connaissez. Donc, la monnaie divisionnaire, c'est comme ça qu'on appelle les pièces. Les pièces, en fait, c'est tout simplement des monnaies d'appoint. Ce sont des monnaies généralement métalliques. Donc, on utilise des métaux non précieux, hein, donc, dans la plupart des pays. Et ces monnaies, on les appelle les monnaies d'appoint. C'est des monnaies qui complètent des paiements. On ne peut pas faire des gros paiements avec des pièces d'un dirham ou de 50 dirhams ou encore moins de 20 centimes. D'accord? Donc, en fait, c'est juste pour compléter des paiements. La deuxième monnaie, en fait, ou la deuxième forme de monnaie, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Alors, en fait, de manière générale, on va dire la monnaie fiduciaire, c'est les billets de banque. Et ces billets de banque, en fait, on les appelle monnaie fiduciaire parce que leur acceptation, elle est liée tout simplement à la confiance, encore une fois, qu'on place dans l'autorité qui les met à la disposition du public. J'ai dit tout à l'heure que produire un billet de 10 ou de 20, enfin de 20 dirhams, de 50 ou de 100 ou de 200 dirhams, bien sûr, ça a le même coût. Donc, parce qu'il y a quoi? Il y a du papier. Bon, c'est un papier spécial, bien sûr. Donc, il y a l'encre qu'on va utiliser pour imprimer ces billets, etc. Mais le coût de production, un peu partout dans le monde, il est aux alentours de quelques centimes. D'accord? Mais par contre, la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur qui est inscrite sur le titre, c'est quelque chose qui est garanti par les autorités. C'est-à-dire que moi, si j'accepte 200 dirhams, je sais qu'avec ces 200 dirhams, j'ai un pouvoir d'achat sur le territoire marocain, donc sur le marché. Quand je vais dans un supermarché, je sais très bien que je peux acheter des biens réels avec ces 200 dirhams. Et le commerçant, bien sûr, il ne peut pas refuser de se faire payer dans cette monnaie nationale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas refuser les 200 dirhams. Il ne peut pas vous dire « Ah non, non, moi, je vous vends des choses réelles, donc je vous vends moi, j'en sais rien, donc de la farine, du sucre, donc du chocolat ou autre, et je veux être payé en or. » D'accord? Donc, en fait, accepter cette monnaie, en fait, c'est une obligation légale à l'intérieur d'une communauté monétaire, bien sûr. Alors, donc, monnaie fiduciaire, ça vient donc, du terme latin fiducie, et fiducie signifie confiance. C'est-à-dire que si les gens acceptent des billets de banque, sachant que ces billets de banque, ils n'ont aucune valeur propre, je ne peux pas les vendre, un billet de banque, sauf s'il s'agit d'une pièce de collection, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on a l'obligation légale d'accepter de se faire payer dans ces pièces ou avec ces billets. Pardon. Alors maintenant, ce billet de banque, il est passé, historiquement parlant, il est passé par trois grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle le billet représentatif, c'est-à-dire que jusqu'à pratiquement le 19e siècle, si vous voulez, tous les billets qui étaient en circulation avaient une valeur en or. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelait un système métalliste. Le système métalliste signifie tout simplement que tous les moyens de paiement qui circulent dans l'économie, ils ont leur équivalent en or. D'accord? Je ne sais pas. Vous avez une tonne d'or, par exemple, et une tonne d'or, elle va donner lieu à une création monétaire équivalente. Donc, on va dire une tonne d'or, elle va donner lieu à la mise en circulation de 1 milliard de dirhams, par exemple. OK? Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle le billet représentatif. Autrement dit, dans un système métallique, c'est-à-dire un système où l'or ou l'argent, ou les deux à la fois, donc, parce que des fois, historiquement parlant, des fois, il y avait soit l'un, soit l'autre, soit les deux qui circulaient en même temps. Eh bien, dans ces systèmes, tout ce qu'on crée comme monnaie avait leur équivalent en or. Autrement dit, quand il y avait des billets de banque qui circulaient, cela signifiait tout simplement que c'était l'or qui circulait. D'accord? Et donc, en fait, tous les détenteurs de ce billet, ils avaient la possibilité soit de garder ces billets et de continuer à les utiliser comme moyen de paiement pour se libérer de leurs dettes, et de l'autre côté, ou bien ils avaient la possibilité d'aller à tout moment échanger ces billets de banque contre leur équivalent en or. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelait le billet représentatif. Après,
on est passé dans une deuxième étape à ce qu'on appelle le billet non représentatif. Autrement dit, on a vécu des situations où la quantité de billets qui circulaient dans l'économie, elle dépassait le stock d'or. D'accord? euh, le, donc ça, c'est ce que la doctrine économique et la doctrine monétaire appelait donc le banking principle, d'accord, par rapport au currency principle. Le currency principle, c'est tout simplement les billets qui étaient gagés sur l'or, donc le billet représentatif. Donc il y avait une doctrine économique orthodoxe qui disait la monnaie, c'est quelque chose qui est très dangereuse et donc il ne faut pas en créer beaucoup. Il faut en créer en fonction de quelque chose, une contrepartie. Cette contrepartie, c'était l'or. Après, avec le développement de l'échange, bien sûr, il nous a fallu plus de moyens de paiement. Donc, si vous êtes dans une économie fermée, une économie où il y a très peu d'échanges, bien sûr, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens de paiement. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez se permettre, bien sûr, d'émettre et de mettre en circulation une quantité de billets qui pouvaient à tout moment être échangés en or ou en argent. D'accord? Avec le développement de l'échange, on a dit il nous faut plus de moyens de paiement. Mais en même temps, on ne voulait pas donner la possibilité aux banques à l'époque, ou ce qui allait devenir banque à l'époque, ce qu'on appelle les hôtels de monnaie, cette possibilité de mettre en circulation plus de moyens de paiement que ce qu'on avait comme stock d'or. Ça, c'est ce qu'on appelle le système ou bien la doctrine du banking principle. Mais malgré ça, le billet, il n'était plus représentatif parce qu'il y avait plus de billets que de stock d'or, d'accord? Mais donc sur le plan de l'échange, euh, comment dirais-je, les acteurs économiques pouvaient refuser de se faire payer en billets. C'est-à-dire, ils pouvaient à tout moment dire que moi, ce que je veux, c'est que vous me payez en or ou vous me payez dans un autre métal précieux, par exemple l'argent. Le billet n'était pas représentatif, d'accord, mais on n'avait pas l'obligation de l'accepter. Donc, les gens acceptaient des billets de banque, d'accord, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait un stock d'or derrière. Mais à partir du moment où il y avait trop de billets qui circulaient par rapport au stock métallique, dont disposaient un peu ce qu'on appelait les hôtels de monnaie, donc, ce qui allait devenir après des banques, eh bien, le billet, il pouvait ne pas être accepté parce qu'il n'était pas toujours représenté par un stock d'or déterminé. Et puis aujourd'hui, en fait, depuis, si on parle un peu d'histoire, à peu près juste après la grande crise de 1929 et plus précisément vers le début des années 30, des grands pays comme la Grande-Bretagne, après suivi par la France, des pays comme les États-Unis, ils ont tout simplement ils ont décrété ou ils ont déclaré tout simplement le billet inconvertible. Et c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que les billets qui circulent dans l'économie, ils ne sont plus convertibles en or sur la base d'un cours fixe. Parce que quand on dit donc convertibilité, cela signifie que le billet que vous avez, je ne sais pas, donc un billet de 100 dirhams, 100 dirhams, on peut l'échanger, on peut le convertir, pardon, sur la base d'un cours fixe en or, d'accord? Et ce cours, il est figé, plus ou moins, d'accord? Euh, mais cela ne veut pas dire que avec l'inconvertibilité du billet en or, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas utiliser le billet pour acheter l'or sur le marché libre. D'accord? En fait, la convertibilité, c'était par rapport à un cours qui est fixe. D'accord? Et à partir du moment où on a décrété l'inconvertibilité, cela veut dire tout simplement que les billets de banque ne pouvaient plus être convertis en or ou en argent sur la base d'un prix ou d'un cours fixe, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, le billet aujourd'hui, il a deux caractéristiques. La première, c'est les billets, ils ont un cours légal, c'est-à-dire on est dans l'obligation de les accepter comme moyen de paiement à l'intérieur d'une communauté monétaire, je ne sais pas, le dirham marocain, à l'intérieur du territoire marocain. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas être payé en dirham, je vais être payé en dollars
ou je vais être payé en francs suisses, ou je vais être payé en je ne sais en or ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont cours légal, c'est-à-dire qu'il s'agit de moyens de paiement qui sont acceptés à l'intérieur de la communauté monétaire nationale. D'accord? Et la deuxième caractéristique de ce billet inconvertible, c'est ce qu'on appelle le cours forcé, c'est-à-dire l'interdiction de convertir ces billets en or sur la base d'un cours officiel ou sur la base d'un cours fixe. D'accord? Donc ça, c'est important pour le billet de banque. C'est-à-dire que le billet de banque, il n'est pas venu juste comme ça. Donc, il est passé par plusieurs étapes. La première, donc, il était convertible. Après, il est devenu non représentatif. Non représentatif, ça veut dire qu'il y avait plus de billets qui circulaient que ce qu'on avait comme stock d'or, parce que cela était exigé par le développement de l'échange. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation ou dans un système monétaire qui est non métalliste. Non métalliste, ça veut dire que les billets de banque qui circulent dans l'économie, eh bien, ils n'ont pas, on ne les produit pas, si vous voulez, en fonction d'un stock d'or, mais on va les produire en fonction d'autres contreparties, chose qu'on aura l'occasion de traiter quand je vais vous parler de la masse monétaire et ses contreparties. Après, vous avez ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Alors, la monnaie scripturale, comme son nom l'indique, elle vient de script. En latin, script, ça veut dire écriture. Et en fait, c'est une monnaie qui est tout simplement donc, que l'on va constater dans la comptabilité des banques. D'accord? Et en fait, cette monnaie scripturale, c'est tout simplement les comptes créditeurs que chaque acteur économique dont dispose auprès d'une banque. D'accord? Donc, compte créditeur auprès des banques. Et cette notion de monnaie scripturale ne doit pas être confondue avec les moyens qui la font circuler. D'accord? Donc ça, c'est important. Et puis, des fois, dans la tête des gens, cela peut donc prêter à confusion. Il y a certaines personnes qui disent moi, j'ai un chéquier de 50 chèques, donc je suis riche et en fait, je vais utiliser mon chèque ou ces chèques pour faire mes paiements. Et dans ce cas-là, bien sûr, un chèque qui est tiré sur un compte où on n'a pas d'argent, ben, il vous amène en prison. Au Maroc, vous savez, donc la réglementation sur les chèques, elle est très, très dure. Hein. Donc, on ne peut pas juste payer avec un bout de papier, mettre des sommes d'argent pour aller acheter une voiture, pour aller acheter une maison, je ne sais pas quoi, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Donc, en fait, la monnaie scripturale, c'est tout simplement les montants que vous avez sur votre compte bancaire. Par exemple, vous avez 500 dirhams sur votre compte bancaire, cela veut dire tout simplement que c'est ça, votre monnaie scripturale. Et cette monnaie scripturale, je peux la faire circuler à travers un certain nombre de moyens. Le chèque au Maroc, donc on a le chèque qui est tiré sur des comptes où il y a de l'argent et donc finalement vous allez payer avec ce chèque. Aujourd'hui, on utilise des cartes de paiement. Les cartes de paiement, en général, ce sont des cartes qui sont tout simplement, comment dirais-je, elles sont attachées à un compte bancaire. Donc, finalement, quand vous payez avec votre carte, ça veut dire que l'argent, il va bien sortir quelque part sur votre compte bancaire. Et il y a aussi les virements bancaires, hein, donc, qui est aussi un moyen qui fait circuler la monnaie scripturale. Ça veut dire tout simplement, j'ai une somme d'argent, j'ai un fournisseur qui m'a livré une marchandise, et ce fournisseur, il est implanté à Fès et bien sûr, je peux ordonner à ma banque de lui virer une certaine somme d'argent. Je ne sais pas, je peux lui virer 5 000 dirhams, 10 000 dirhams sur mon compte bancaire et la banque, elle va s'exécuter. Et donc, dans ce cas-là, le virement aussi est un moyen qui fait circuler la monnaie scripturale. Voilà. Alors ça, c'est par rapport aux formes. Donc, 3 formes essentielles qu'on trouve un peu partout dans le monde. La monnaie d'appoint, qu'on appelle la monnaie divisionnaire. Il y a le billet de banque, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, la monnaie basée sur la confiance. Et vous avez, pour terminer, la monnaie scripturale, c'est-à-dire l'argent, les moyens dont on dispose sur nos comptes bancaires. Alors, maintenant, le deuxième élément que l'on va traiter, c'est le rôle que joue la monnaie, ce qu'on appelle les fonctions de la monnaie.
Et donc là, en fait, je vais me limiter à ce qu'on appelle une approche fonctionnelle. C'est-à-dire donc, quel rôle joue de manière simple une monnaie à l'intérieur d'une économie. Alors, il y a une petite. D'abord, André Chéneau, donc c'est un grand économiste français, donc spécialiste dans l'étude des phénomènes monétaires. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit que le rôle essentiel de la monnaie est d'assurer la rupture du troc en deux échanges interdépendants. Ça veut dire quoi le troc? Le troc, c'est en fait c'est le mode d'échange des sociétés traditionnelles, plus ou moins. Vous pouvez les appeler sociétés traditionnelles. Ça veut dire des sociétés qui ne connaissaient pas la monnaie, d'accord, ou n'avaient pas encore inventé la monnaie parce que l'échange, il était très limité, donc à l'intérieur d'une communauté. Et dans ce cas-là, le troc, c'est échanger une marchandise contre une autre. Je ne sais pas, par exemple, moi, je suis professeur d'économie, je veux dire, je vais échanger une heure d'économie contre, je ne sais pas, donc une carte de transport ou bien échanger ses cours d'économie contre des produits alimentaires ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça, c'était un peu l'échange. Il s'est toujours développé, au départ en tout cas, il s'est développé sur la base du troc. Troquer quelque chose, ça veut dire échanger une chose contre une autre. Alors bien sûr, euh, le troc posait un certain nombre de problèmes pratiques, d'accord, qui ont été abordés par plusieurs économistes, parmi lesquels, bien sûr, il y a Adam Smith, donc, qui est un grand économiste anglais de la fin du XVIIIe siècle, qui disait que dans son ouvrage principal, La richesse des nations, l'agent qui veut donner A et recevoir B doit en trouver un autre qui veut donner B et recevoir A, ce qui n'est pas évident. Ça, c'est le premier problème de l'échange. Si vous êtes dans une communauté où tout le monde connaît tout le monde, je sais que lui, il est prof, l'autre, il est menuisier, l'autre, il est charpentier, un autre, il est agriculteur, etc., etc. On se connaît. Et dans ce cas-là, on peut organiser un système d'échange. Et donc, l'une des grandes limites du troc, c'est que dès que l'échange commence à se développer, il devient presque impossible. C'est-à-dire que pour faire l'échange, il faut d'abord que j'ai quelque chose à échanger et il faut que ce que je veux échanger soit accepté par quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre, il faut que je le trouve. Et si je trouve cette personne, il faut que cette personne elle-même, elle dispose de quelque chose dont j'ai besoin. Chose qui est impossible. Imaginez-vous, vous voulez faire l'échange avec d'autres pays du monde, eh bien, dans ce cas-là, l'opération, elle va être très, très difficile donc à réaliser. D'accord. Et donc, ça, c'est un problème pratique. Donc, il y a donc un autre, je dirais, historien surtout et sociologue très connu, Karl Marx. Donc, en fait, c'est un auteur du 19e siècle. Il nous dit que la monnaie est un équivalent général, donc c'est un moyen d'échange universel. Alors ça, c'est un progrès, c'est-à-dire que le fait d'introduire la monnaie, cela signifie tout simplement que les gens, ils n'ont plus à se casser la tête, comme disait Adam Smith, pour trouver à chaque fois les personnes avec qui on peut échanger, que ces mêmes personnes, elles doivent disposer de ce dont j'ai besoin moi, bien sûr. Après, une fois qu'on se rencontre, eh bien, chacun il va donner une valeur à ce qu'il va échanger. Et donc là aussi, bien sûr, chacun il va donner la valeur qu'il veut à son produit. Moi, je vais dire, je ne sais pas, je donne un cours d'économie et donc avec toute modestie et vous dire, j'ai mon cours d'économie, c'est un cours qui vaut tout l'argent du monde. Je plaisante, d'accord. Et l'autre aussi, il a une chèvre, il va dire, cette chèvre, c'est la meilleure chèvre du monde. Et donc là, on va rentrer dans des négociations qui vont jamais se terminer. Donc en fait, déterminer les valeurs quand on fait un troc, c'est une opération très très difficile puisque la valeur, c'est quelque chose qui est subjectif. Donc elle n'est pas toujours objective. Chacun, il donne la valeur à ce qu'il possède. Donc il va donner la valeur qu'il estime bonne à ses yeux. Et ça crée un petit problème, ou de gros problèmes, pardon, pour faire l'échange. Et Karl Marx, bien sûr, il a dit, OK, on va choisir
un étalon universel, donc ce qu'il appelle l'équivalent général, le moyen d'échange universel, c'est-à-dire un moyen qui va servir à déterminer les valeurs des différents biens qu'on veut échanger. Et ça, en fait, c'est l'une des missions les plus importantes de la monnaie, c'est c'est qu'elle détermine les valeurs. On va dire, mon cours d'économie, il vaut tant en chèvre, par exemple, parce qu'on a choisi la chèvre comme moyen d'échange. Et quelqu'un qui veut échanger avec moi une voiture, il va dire qu'une voiture, elle vaut tant en chèvre. D'accord? Et donc, finalement, on a déterminé un équivalent où tous les biens, d'accord, donc on a n biens, d'accord? Le dernier bien, il joue le rôle d'équivalent général, d'accord? Alors, ce dernier bien, d'accord, dans l'infinité des biens et des services qu'on échange au niveau d'une économie, eh bien, la monnaie, elle va jouer le rôle d'équivalent général. Et donc, en ce cas-là, on ne va plus se casser la tête, on va dire que chacun, il doit définir la valeur de ses biens par rapport à cet équivalent général, d'accord? Et c'est l'équivalent général qui va nous faciliter la tâche, donc en matière d'échange, bien sûr. Et donc, il évoque les qualités qu'une marchandise doit posséder pour jouer la fonction d'équivalent général, la divisibilité. Donc, des fois, bien sûr, donc, il faut toujours, si vous voulez, que la monnaie s'adapte un peu au prix, l'aspect divisibilité, l'identité de tous les exemplaires de cette marchandise. On ne peut pas avoir des unités monétaires différentes les unes des autres. Hein. Je sais pas, on peut pas avoir plusieurs formes ou plusieurs, comment dirais-je, plusieurs couleurs pour une pièce de 10 dirhams. Donc, en fait, l'identité de tous les exemplaires de cette marchandise sont, bien sûr, deux critères très, très importants qui permettent à une monnaie d'assurer cette fonction d'équivalent général. Alors, maintenant, par rapport aux fonctions, en fait, il y a plusieurs fonctions. On peut dire de manière très, très simple, on va dire il y a trois fonctions traditionnelles de la monnaie, d'accord? Et il y a une fonction moderne, quatrième fonction. Alors, les fonctions traditionnelles, c'est la première que je viens d'évoquer, c'est-à-dire donc un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire la monnaie, elle joue juste un rôle pour faciliter l'échange, d'accord? C'est-à-dire on va échanger un bien contre de la monnaie et on va échanger de la monnaie contre un autre bien. Donc la monnaie, elle joue le rôle d'intermédiaire, d'accord? Donc une opération d'échange. Donc, en fait, la monnaie, en tant qu'intermédiaire, elle va éclater le troc en deux phases. D'abord, on va échanger un bien contre le bien accepté par tout le monde, c'est-à-dire la monnaie. Et après, on va échanger la monnaie contre un autre bien. D'accord? Donc, ça, c'est la fonction d'intermédiaire des échanges. Donc, il est l'une des fonctions les plus traditionnelles de la monnaie, en tout cas, qu'on a découvert depuis des siècles, donc même dans les communautés monétaires les plus, je dirais, les plus primitives. Donc, la monnaie a été utilisée comme facilitateur, comme intermédiaire dans les échanges. Alors, maintenant, donc la fonction, je vais d'abord aborder l'unité de compte avant de revenir à la fonction de réserve de valeur, qui est une fonction qui est apparue beaucoup plus tard. Donc, l'unité de compte est la monnaie joue le rôle de facilitateur. C'est-à-dire que la monnaie, c'est l'équivalent général de tous les biens et services qui font l'objet d'un échange sur le marché. Donc, la fonction d'étalon de valeur, c'est-à-dire que tous les biens sont exprimés en monnaie. Quand vous allez dans un marché, on ne va pas vous dire que 1 kilogramme de pommes de terre valent un demi-kilogramme de carottes. Donc, vous voyez un peu. Mais on va vous dire que 1 kilogramme de pommes de terre, il vaut tant en monnaie, 1 kilogramme de carottes vaut tant, 1 kilogramme de viande, 1 kilogramme de ci, une voiture, une maison, un terrain, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, la monnaie, elle joue le rôle d'un étalon, c'est-à-dire le moyen par rapport auquel on va définir les prix des biens et des services qu'on échange, des titres, si on s'intéresse aux actifs financiers. Et donc, en fait, cette fonction d'étalon de valeur qui est remplie par l'unité monétaire,
D'accord? Donc, en fait, c'est un site de reconnaissance et d'expression des prix des actifs réels et financiers. C'est-à-dire que tous les actifs qui font l'objet d'un échange, ils ont une valeur par rapport à cet étalon, par rapport à cette référence qu'on appelle la monnaie. D'accord? Alors après, pour donc aborder la troisième fonction, qui, comme je l'ai dit, est une fonction un peu je dirais moderne, parce que les fonctions traditionnelles, c'est d'abord intermédiaire et étalon de valeur, qui sont liées d'ailleurs. Donc, les deux fonctions sont des fonctions de facilitateur de l'échange. La fonction de réserve de valeur signifie tout simplement que la monnaie, elle joue le rôle d'un moyen qui reporte le pouvoir d'achat dans le temps. Ça veut dire quoi? La monnaie, elle a un pouvoir d'achat immédiat. C'est-à-dire que si j'ai une somme d'argent, je sais qu'avec cette somme d'argent, je peux acheter immédiatement quelque chose. D'accord? Alors, maintenant, si je veux utiliser cette monnaie plus tard, c'est-à-dire, la monnaie, elle va être utilisée comme un moyen pour reporter le pouvoir d'achat dans le temps. Je sais pas, donc, je vais mettre un peu d'argent de côté, d'accord, dans le but de créer une entreprise dans 5 ans. Je peux mettre de l'argent de côté parce que j'ai envie d'acheter ou de changer ma voiture en 3 ans. J'ai une somme d'argent parce que je voudrais acheter une maison ou acheter un appartement dans 10 ans. D'accord? Dans ce cas-là, votre monnaie, elle réserve la valeur. C'est-à-dire, la monnaie, elle joue le rôle d'un moyen d'épargne. Donc, un moyen où, bien sûr, donc le pouvoir d'achat, il est tout simplement reporté dans le temps. Plutôt que de l'utiliser immédiatement en T0, ben, je vais l'utiliser en T3, en T4, T5, etc., etc. Donc, en fait, c'est un report du pouvoir d'achat dans le temps. Et l'élément qui me semble important, c'est que cette fonction de réserve de valeur n'est pas spécifique à la monnaie, puisque, en fait, ce n'est pas une vraie fonction monétaire, mais c'est une fonction financière. C'est-à-dire, la fonction monétaire ou les fonctions monétaires, c'est la fonction d'intermédiaire dans les échanges, alors que la fonction d'étalon de valeur est une fonction monétaire, mais le fait de reporter le pouvoir d'achat dans le temps est une fonction financière, puisqu'il s'agit ici de l'épargne, c'est-à-dire je mets de l'argent en fait donc de côté, et un jour cet argent, je peux soit l'utiliser bien sûr pour acheter, comme je peux l'utiliser pour investir, comme je peux l'utiliser pour financer quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc en fait, la fonction de réserve de valeur, bien entendu, même si beaucoup d'économistes disent que c'est une fonction de la monnaie, mais en fait, c'est une fonction qui est d'abord et avant tout financière. Et donc là, il y a des économistes anglo-saxons qui, Corley et Shaw, donc ça c'est quelque chose que vous aurez l'occasion peut-être de traiter avec mes collègues dans le prochain cours, donc en S4, économie monétaire et financière 2, bien sûr, eh bien, il n'y a pas de frontières. Ils disent qu'il n'y a pas de frontières qui séparent les actifs financiers les uns des autres. La monnaie n'est pas euh, d'une nature autre que les produits d'épargne, elle est simplement plus liquide. Ça veut dire que la monnaie, quand vous la mettez de côté, bien sûr, c'est un moyen qui vous permet de réserver des valeurs, réserver une valeur, c'est-à-dire une valeur que vous allez utiliser plus tard. C'est une fonction financière. Et la seule chose qui sépare la monnaie des autres formes d'épargne, donc je ne sais pas, il y a des gens qui vont peut-être mettre leur argent sous forme ou garder leur argent sous forme d'or. Il y a des gens qui vont garder leur argent sous forme d'un terrain. Il y a des gens qui vont garder leur argent sous forme donc d'un dépôt auprès d'une banque, qui vont bloquer pendant un laps de temps. Il y a des gens qui vont garder leur argent en achetant des pièces de collection, etc., etc. Donc, la monnaie, elle n'est pas le seul moyen qui joue le rôle de réserve de valeur, parce qu'il y a plusieurs façons de réserver des valeurs, mais la monnaie, elle a la caractéristique et je dirais la propriété, on verra ça dans un instant, d'être liquide. C'est-à-dire que la monnaie, comme réserve de valeur, elle peut être utilisée sous certaines conditions
pour faire des paiements immédiats pour libérer ou pour nous libérer de nos dettes, que ces dettes soient des dettes commerciales, donc des dettes liées à l'échange, ou bien qu'elles soient des dettes de nature financière. Donc, elle est liquide, comme vous pouvez le constater ici sur votre polycopier. Donc, elle a la caractéristique de la liquidité. C'est un moyen d'épargne que l'on peut comparer par rapport à d'autres. Donc, en fait, elle joue le rôle de réserve de valeur. Ça, c'est la fonction financière de la monnaie, mais elle a une chose qui la sépare des autres, c'est la liquidité. Et la liquidité, c'est la possibilité d'un actif d'être utilisé immédiatement, sans frais et sans incertitude sur la valeur. Je parlerai de ça dans un instant. Et donc, la fonction de réserve de valeur n'est pas spécifiquement monétaire, c'est une fonction financière. Elle donne à la fonction d'intermédiaire une dimension temporelle, c'est-à-dire que la monnaie, elle n'est pas juste utilisée pour liquider des dettes immédiatement, mais on peut les utiliser pour les liquider plus tard si on veut payer quelque chose plus tard, ou bien tout simplement donc cette fonction qui consiste à reporter le pouvoir d'achat dans le temps. C'est ça en fait cette dimension temporaire. C'est-à-dire, je mets de l'argent de côté, cet argent, il sera utilisé d'une certaine façon plus tard. Alors, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à cette fonction financière, elle est très, très importante. Donc, on a dit que la monnaie, quand elle joue un rôle de réserve de valeur, euh, elle joue beaucoup plus une fonction financière, comme disaient Curley et Shaw, donc les deux économistes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a dit que ce qui distingue la monnaie des autres formes de réserve de valeur, donc les actifs réels, des marchandises, des terrains, etc., c'est qu'elle a la fonction de la liquidité. Et par rapport à ça, en fait, on va dire que la monnaie, elle a la propriété de la liquidité. Et quand on parle de la liquidité, il y a trois formes de liquidité. D'abord, il y a la liquidité primaire, ce sont les moyens de paiement immédiatement disponibles. Donc, ce que vous avez dans votre poche, les pièces que vous avez dans votre poche, les billets que vous avez dans votre poche, l'argent que vous avez sur un compte bancaire, ils sont immédiatement disponibles. C'est-à-dire, je peux les utiliser à tout moment pour me libérer de mes dettes. D'accord? Alors, le deuxième aspect, ça c'est la monnaie. La monnaie au sens étroit du terme, c'est ce qu'on appelle la liquidité primaire. Alors après, on a une liquidité secondaire. Alors, la liquidité secondaire, elle a la caractéristique d'être constituée d'un certain nombre d'actifs qui peuvent être facilement transformés en monnaie, mais avec un coût qu'on appelle un coût de transformation. D'accord? Mais il n'y a pas de risque de perte de capital. Je reviens à ça dans liquidité tertiaire. Donc, coût de transformation, ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, vous avez un dépôt auprès d'une banque, donc vous avez de l'argent auprès d'une banque, et vous avez choisi de bloquer cet argent sur ce compte pendant un temps, pendant 3 mois. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle des comptes d'épargne. Des comptes d'épargne ou bien des comptes de dépôt à terme. À terme, ça veut dire que l'argent, il est disponible au bout d'un certain temps avec un intérêt, donc avec un revenu justement qui va rémunérer un peu le temps dont vous êtes séparé de cette somme d'argent que la banque elle a utilisée, bien sûr, et donc la banque, c'est tout à fait normal qu'elle vous rémunère votre dépôt. Alors, coût de transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dépose mon argent et je le bloque pendant 3 mois, mais au bout d'un mois, je me rends compte que j'ai besoin d'argent liquide parce que j'ai une dépense qui était imprévue. Je sais pas. J'ai besoin de liquidité pour payer quelque chose. J'ai la possibilité de retirer cet argent qui est censé être bloqué pendant 3 mois, mais la banque, elle va me prélever quelque chose sur ce compte. Elle va me dire, oui, dans votre argent, vous l'avez bloqué. On a convenu, dans le cadre d'un contrat, que cet argent, il est à la disposition de la banque pendant un laps de temps et la banque, elle s'engage, bien sûr, à vous verser un intérêt, mais vous, vous rompez un peu votre contrat à l'avance, vous avez la possibilité de le faire, mais la banque, elle va vous prélever un petit quelque chose, et ce petit quelque chose, c'est ce qu'on appelle un coût de transformation. Transformer le dépôt à terme, compte bloqué, transformer en quoi? En liquidité. C'est-à-dire, j'avais 1000 dirhams, j'ai déposé 1000 dirhams,
on m'a dit que sur ces 1000 dirhams, vous allez toucher, allez, 2,5 ou 3%, d'accord, ramener à 3 mois. Bien sûr, 3%, c'est pour une année, donc pour 3 mois, ben, il faut calculer au prorata du temps. Et la banque, elle va me dire, mais vous rompez le contrat, donc moi, cet argent, je ne l'ai plus, enfin, je l'ai déjà prêté, etc. Je peux, c'est votre argent, je peux bien sûr vous le rembourser, mais à la condition que vous me payez quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle un coût de transformation. Alors, supposons 1000 dirhams, peut-être elle ne va pas vous donner 1000 dirhams, elle va vous donner 900 et quelques dirhams, parce que la banque, elle doit bien sûr prélever des frais, ce qu'on appelle des coûts de transformation, qui sont en fait des coûts de transaction. Parce qu'elle engage, elle a des frais administratifs, cet argent, bien sûr, il a été placé ailleurs, ça a demandé un travail rémunéré, ça a impliqué des coûts pour la banque. Donc, la banque, elle va vous dire, je ne vous donne pas 100%, mais je vous donne peut-être 99% de votre somme. Enfin, votre somme, pardon, je rectifie. Donc, sur le 1 mois, pardon, le 1 mois d'intérêt, on va dire, voilà, 1 mois d'intérêt, ça a beaucoup de temps, eh bien, je vous prélève quelque chose sur cet intérêt, mais je vous rends vos 1000 dirhams. Pardon, excusez-moi. Donc, ça, c'est parce que si la valeur de ce que j'ai déposé a baissé, ça veut dire que j'ai un risque de perte de capital. Donc, si je suis dans l'équité secondaire, vous avez un coût de transformation, mais sans risque de perte de capital. J'ai déposé 1000 pour 3 mois, je les ai retirés au bout de 1 mois. La banque, elle va calculer, elle va dire pour 1 mois, ben, l'intérêt est de temps, ben, cet intérêt, je vous le prends tout simplement, et ça va financer le coût de transformation. D'accord? Alors maintenant, si vous avez la troisième liquidité, c'est ce qu'on appelle la liquidité tertiaire. La liquidité tertiaire, en général, ce ne sont pas des actifs immédiatement disponibles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des moyens que je peux utiliser pour faire mes paiements, donc pour liquider mes dettes. On l'appelle tertiaire parce que, en fait, ce sont des actifs que vous pouvez transformer en liquidité, mais il y aura toujours un coût de transformation et il y aura un risque de perte de capital. Alors, un exemple. Je vais commencer par les choses les plus simples. J'ai un terrain dans un quartier. Je sais que ce terrain, il vaut 10 millions de dirhams. Mais 10 millions de dirhams, je ne les ai pas. C'est la valeur du terrain qui est de 10 000 dirhams. Donc de 10 millions de dirhams, pardon. Et pour les avoir, il faut que je réalise cet immeuble. C'est-à-dire, il faut que je le vende. D'accord. Mais pour retrouver ma liquidité, pour retrouver les 10 millions de dirhams. Or, pour passer du terrain à 10 millions de dirhams sous forme liquide, liquidité primaire, je dois supporter un coût de transformation parce que je dois me référer à une agence immobilière et je vais lui dire trouvez-moi un acheteur. Dans ce cas-là, l'agence immobilière, elle va me facturer un coût de transaction parce qu'elle ne va pas faire ce travail gratuitement. Donc, j'ai un coût de transformation. Et le problème, c'est que sur cet actif réel, je cours un risque de perte de capital. Pourquoi? Parce que dès que vous avez un actif dont le prix est déterminé sur un marché, sa valeur, elle n'est pas fixe. Sa valeur, elle fluctue. Sa valeur, elle varie. D'accord? Le terrain, je sais que dans le quartier en question, eh bien, il vaut 10 millions de dirhams. Mais qui me dit que le jour où je voudrais vendre ce terrain, est-ce que le terrain, il va être de 12 millions ou il va être de 8 millions? D'accord? Donc, le prix est un prix qui fluctue, qui dépend de la loi de l'offre et de la demande sur le marché immobilier, sur le marché où on va faire des transactions sur des terrains. Donc, si, par exemple, mon terrain, je l'estimais à 10 millions de dirhams, mais le jour où j'avais besoin de liquidité, parce que j'ai des poursuites au tribunal, il y a des gens qui me réclament de l'argent et je dois les payer, ou bien tout simplement j'ai une dette imprévisible que je dois rembourser, donc une charge imprévisible que je dois rembourser et je dois coûte que coûte me débarrasser de ce terrain pour
pour retrouver ma liquidité et me libérer de mes obligations envers mes créanciers ou envers mes fournisseurs ou je ne sais pas quoi. Eh bien, je suis obligé de vendre et je le vends au prix du marché. Supposons que le prix du marché, eh bien, il va fixer le prix à 9 millions. Donc, en fait, j'ai perdu euh, 1 million, bien entendu, sur la valeur de ce terrain. D'accord? Et cette perte, c'est ce qu'on appelle la perte de capital. Et ça, c'est la caractéristique de tous les actifs, à part la monnaie, d'accord, qui ont un prix fixé sur le marché. Alors, je peux vous donner un tas d'exemples. Le terrain, un immeuble, une maison, un appartement, donc en fait tout ce qui est bien immobilier, les titres, c'est-à-dire les titres de propriété. Donc, vous avez par exemple les actions, donc en fait, comme titre de propriété, euh, quand ils sont achetés par un investisseur, on les achète à un prix. Ce prix, il est déterminé par le marché. C'est-à-dire, cette action, elle peut augmenter parce que j'ai fait le bon choix de l'entreprise. L'entreprise, elle est florissante dans laquelle j'ai ces actions. Elle dégage beaucoup de bénéfices et donc le cours, il augmente. Comme je peux peut-être acheter des actions dans une entreprise qui commence à avoir beaucoup de problèmes, elle dégage des pertes, elle est mal gérée, etc., etc. Et donc, le titre, il va baisser. Et là aussi, le titre, notamment une action, quand vous la négociez sur un marché, eh bien, c'est le prix du marché que vous allez utiliser. Donc, il se peut que vous l'ayez acheté à 200 dirhams, mais le jour où vous voulez la vendre, eh bien, le marché ne vous donne que 150. Et les 50 dirhams, c'est une perte de capital. Et donc, la liquidité tertiaire, elle est constituée d'un certain nombre d'actifs que l'on peut transformer en liquidité, mais avec un coût de transformation ou un coût de transaction de manière générale, et il y a toujours un risque de perte de capital. Risque, ça veut dire que ça peut aller vers le haut comme ça peut aller vers le bas, et la différence entre le prix auquel vous l'avez acheté et le prix auquel vous allez la vendre, parce que vous avez besoin de cette liquidité, eh bien, ça constitue ce qu'on appelle une perte de capital. Alors maintenant, dans le cas d'une économie, euh, l'économie nationale, la monnaie ou la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, bien entendu, elle est suivie à travers un ensemble d'indicateurs. C'est-à-dire, pour être très très simple, on va dire que la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, ou ce qu'on appelle la masse monétaire, si vous voulez, eh bien, cette masse monétaire, elle est suivie à travers un certain nombre de grandeurs, si vous voulez, qu'on appelle les agrégats monétaires. Alors, vous avez une définition donc, que je partage avec vous. Les agrégats monétaires, ils recensent les moyens de paiement et les actifs financiers qui peuvent être rapidement et facilement transformés en liquidité. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas aux actifs que vous ne pouvez jamais transformer en liquidité parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de, le jour où vous les vendez, vous ne trouvez pas d'acheteurs, etc. Donc, en fait, qui peuvent être rapidement, facilement transformés en liquidité, des fois avec un coût de transformation, des fois avec un risque de perte de capital. Et là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est facilement transformé en liquidité sans risque important de perte de capital. D'accord. Alors, en fait, il y a trois agrégats. Alors, donc, ça, c'est juste pour votre culture générale, parce que des fois, dans certains articles de journaux, on vous dit, on va vous parler d'agrégats monétaires, et puis des fois, on va utiliser des termes du genre M1, M2, M3. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Alors, quand vous lisez M1, donc on vous dit l'agrégat M1. L'agrégat M1, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire au sens étroit. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette masse monétaire? Donc, on va trouver tout simplement un montant en dirhams, si vous voulez, qui vous dit voilà combien on a d'actifs liquides, c'est-à-dire actifs liquides et divisibles, c'est-à-dire toute la quantité mesurable qui peut être échangée séparément, transférable, sans rendement, avec un coût de transaction nul. Et qu'est-ce qu'on trouve dans M1?
pour être plus concret, on va trouver les billets de banque, on va trouver les pièces de monnaie en circulation, net des encaisses des banques, c'est-à-dire que la banque, on va le voir, il y a bien sûr des encaissements et des décaissements, d'accord? Donc, en fait, elle encaisse, je ne sais pas, quand on rembourse une dette à une banque, bien sûr, la banque, elle encaisse, donc en fait, on a moins de monnaie, mais après, quand on accorde un crédit, quand on accorde des facilités de paiement aux acteurs, aux agents économiques, eh bien, on crée de la monnaie. En fait, là, on s'intéresse aux billets, aux pièces de monnaie en circulation qui sont nettes des encaisses des banques. On trouve également les dépôts transférables à vue. Donc, un dépôt transférable à vue, ça veut dire c'est juste de l'argent que vous avez auprès d'une banque sur un compte courant, pas un compte bloqué, d'accord? Ce qu'on appelle un dépôt à vue. Le dépôt à vue, c'est tout simplement de l'argent qui est immédiatement disponible. Donc, vous pouvez utiliser cet argent, pardon, scriptural, hein, donc en donnant des ordres de virement, donc en signant des chèques tirés sur ce compte, en procédant bien sûr ou en utilisant des cartes de paiement, etc., etc. D'accord? Donc en fait, on a les dépôts transférables à vue en monnaie nationale, d'accord, donc en dirham, bien sûr, et qui sont également, et on trouve aussi ces dépôts, pardon, donc ces dépôts à vue, en fait, ils incluent tous les dépôts auprès de la Banque centrale. On verra ça avec un peu plus de détails plus tard, donc quand on traitera comment dirais-je, le chapitre sur la création monétaire. Donc, on va voir que les banques commerciales, les banques, ce qu'on appelle des intermédiaires financiers, je sais pas, au Maroc, on va dire la Société Générale, BMCE, Banque Populaire, Crédit Agricole, Crédit Immobilier Hôtelier, etc., euh, pour qu'ils puissent jouer leur rôle de banque dans un système monétaire, elles sont dans l'obligation d'avoir un compte auprès de la Banque centrale, auprès de Banque Maghreb. Donc, Banque del Maghreb, en fait, c'est une banque centrale qui est en fait considérée comme la banque des banques. Donc, ce qu'on appelle une banque de premier rang. D'accord? Et toutes les banques de deuxième rang, c'est-à-dire les banques commerciales avec lesquelles on traite, donc auprès desquelles on a des comptes, auprès desquelles on a demandé de l'argent, enfin, on a emprunté de l'argent, auprès desquelles on a obtenu des moyens de paiement, enfin, des moyens de paiement, donc sous forme de carte, sous forme de chèque, etc., eh bien, ils sont dans l'obligation de détenir une certaine somme auprès de Banque Al-Maghrib. D'accord? On verra par la suite. Donc, je ne vais pas aborder cet aspect du cours avec vous aujourd'hui parce que ça demande déjà quelques petites connaissances et donc c'est quelque chose que je traiterai plus tard, notamment dans le chapitre suivant. Donc, ces dépôts aussi, c'est des dépôts auprès des banques, c'est-à-dire vous tous, hein, je ne sais pas, pour ceux, vos parents, moi, donc on a tous des comptes auprès d'une banque, ne serait-ce que pour recevoir, par exemple, mon salaire. Donc, j'ai un dépôt à vue et ce décompte, bien sûr, que je peux utiliser pour faire mes paiements. Je peux payer mes achats. Dans le commerce, je peux utiliser cet argent pour rembourser une dette, etc., etc. Mais il y a également les dépôts auprès du Trésor. Donc, le Trésor, c'est le caissier et le banquier de l'État. D'accord? Donc, ça, c'est le Trésor joue un rôle important dans un circuit monétaire et financier. Et donc, le Trésor, donc il y a des gens qui peuvent avoir des comptes auprès du Trésor et auprès des chèques postaux qui sont en général gérés par le Trésor public. Ça, c'est M1. Donc, M1, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire au sens étroit. Pour résumer, on va dire c'est les billets de banque, c'est les pièces et c'est les dépôts à vue, quel que soit l'acteur qui reçoit, quel que soit l'agent bancaire, l'agent financier qui reçoit ces dépôts, que ce soit les banques commerciales, Banque al-Maghreb, notamment pour ce qui est des banques, le trésor public et les comptes chèques postaux. Alors, deuxième agrégat monétaire, c'est ce qu'on appelle la masse monétaire M2. Et la masse monétaire M2, elle comprend M1 déjà, et on ajoute quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute les actifs liquides, d'accord, qui ne sont pas transférables et qui rapportent un rendement. Donc, ça, c'est le cas type, c'est les comptes d'épargne, d'accord? Donc, en fait,
donc, c'est pas donc un compte ou une somme d'argent qu'on peut utiliser, qu'on peut transférer donc, pour faire des paiements ou quelque chose comme ça. OK? Mais ils ont la caractéristique d'apporter un revenu. D'accord? Dépôt à vue, il ne vous rapporte rien. Dépôt à vue, vous avez de l'argent en général, donc il y a très peu de banques. Je pense que donc, aucune banque pour l'instant ne rémunère des dépôts à vue. Mais si vous avez un compte d'épargne, donc là, vous avez le contrat. Dans le contrat, vous dites, moi, je veux ouvrir un compte d'épargne. D'accord? Alors, donc en fait, ça, c'est de l'argent qui est disponible sur des comptes d'épargne auprès des banques. D'accord? Donc, vous allez auprès du CIH, vous allez dire, je veux ouvrir un compte d'épargne. OK? D'épargne, c'est un compte rémunéré. Mais en principe, cet argent, il ne va pas servir à faire des paiements. Donc, en fait, c'est une, comment dirais c'est une réserve de valeur que vous constituez, soit pour préparer un achat important, donc un achat immobilier, soit pour comment dirais préparer votre retraite, hein, pour les gens qui veulent avoir un niveau de vie correct, donc une fois qu'ils arrivent à la retraite. Donc, il y a en fait un compte d'épargne ou bien les livrets, ce qu'on appelle les comptes sur livret de la Caisse d'épargne nationale, donc CEN, au Maroc. Après, on a M3. Alors, M3, les économistes considèrent M3 comme étant la masse monétaire au sens large. Parce que dans M3, il y a M2. Donc, M2, on sait très bien que M2, elle comprend M1. Donc, M3, c'est M2. Et on va ajouter les autres actifs qui sont moins liquides. En fait, on va trouver un peu la liquidité tertiaire, plus ou moins. D'accord? Moins liquide, avec des coûts de transaction significatifs qui ne sont pas transférables, non divisibles et rapportant un rendement. D'accord? Donc, les éléments les plus importants, c'est pas de coûts de transaction, d'accord? Et surtout, rapporte un rendement. Et en classe, dans cette catégorie, vous avez plusieurs types d'actifs, si vous voulez, que vous aurez l'occasion donc de traiter en détail, en principe, dans le cours de financement de l'économie, donc le semestre prochain, donc économie financière et monétaire 2. Alors, on a les comptes à terme. Les comptes à terme, c'est des comptes bloqués. Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'un compte bloqué, un compte à terme, en principe, ce n'est pas de l'argent immédiatement disponible. Ce ne sont pas des moyens immédiatement disponibles. Vous pouvez les rendre disponibles, mais avec un coût de transaction. Après, on a des titres qui ont des échéances fixes. Donc, ça aussi, c'est je sais pas, donc un bon du Trésor, par exemple. Hein, donc, c'est un titre de l'État. Après, vous avez les dépôts en devises. Hein, donc, vous avez la possibilité, pas tous comment dirais-je, les citoyens marocains n'ont pas le droit d'avoir un compte au Maroc, mais en monnaie étrangère. Mais il y a certains opérateurs qui ont la possibilité d'avoir ces comptes. Je ne sais pas, un exportateur, par exemple, quelqu'un qui vend des produits à l'étranger, étant donné qu'il a des déplacements à l'étranger, étant donné qu'il fait gagner donc, des monnaies étrangères au pays, donc en fondant à l'étranger, eh bien, il a la possibilité d'ouvrir un compte en devise. Les résidents étrangers au Maroc, donc même chose, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont de nationalité étrangère, ils ont cette possibilité d'avoir un compte en devise ou bien en dirham convertible en devise. Donc voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les dépôts en devise. Ça fait partie de la liquidité 3, ok? Parce que vendre des devises, ça coûte, donc il y a toujours des coûts de transaction, et il y a également un risque de perte de capital parce que les devises, bien sûr, ils ont un cours qui se fixe sur le marché et ce cours, il n'est pas stable. Alors maintenant, à moins si vous avez un compte en devise, mais en même temps, vous allez demander à votre banque de protéger donc le cours auquel vous pouvez convertir ces devises, eh bien, vous êtes dans une autre dimension. Donc, vous avez, pour protéger, si vous voulez, le cours de ce montant que vous avez en devise, vous êtes dans l'obligation encore de supporter d'autres coûts de transaction, notamment les coûts de couverture, etc., etc.
Après, vous avez les valeurs données en pension. Donc, ça aussi, c'est un peu technique. Je reviens à ça dans la politique monétaire. Alors, valeurs données en pension, pour être très, très simple, on va dire que une banque commerciale, donc ce que j'appelle les banques commerciales, donc c'est la banque avec lesquelles on travaille tous, d'accord? Donc le CIH, Banque Populaire, etc., etc. Et ces banques, bien sûr, elles ont tout le temps besoin d'argent. Elles ont tout le temps besoin de liquidité. Chaque jour, une banque, elle est à la recherche de liquidité. Et dans le système monétaire, on invente, si vous voulez, ou on a mis au point un certain nombre de moyens qui permettent à une banque d'avoir l'argent frais, si vous voulez, au quotidien pour régler ses transactions, les transactions qu'elle a avec d'autres banques, pour régler les retraits des clients. Donc, je ne sais pas, un client, par exemple, qui a 1 milliard de dirhams sur un compte et puis tout à coup, il veut retirer cet argent parce qu'il veut le transférer ailleurs. Donc, il veut le transférer soit vers l'étranger s'il a la possibilité de le faire, ou bien il veut tout simplement faire un gros paiement ou il veut le transférer dans une autre banque concurrente. D'accord? Eh bien, la banque, elle doit avoir cette liquidité. Et pour cela, bien sûr, elle peut recourir à la Banque centrale, Banque Maghreb. Elle va lui donner des titres en pension, c'est-à-dire elle va lui donner des garanties, en quelque sorte. Elle va lui donner des actions, des obligations d'une certaine valeur. Elle va donner, par exemple, 100 millions d'actions et d'obligations, d'accord, papier-valeur, à la Banque centrale. Et la Banque centrale, elle va lui prêter les 100 millions sous forme liquide, bien sûr. Et c'est ça ce qu'on appelle les valeurs données en pension. Donc, ces valeurs données en pension font partie également de cette liquidité tertiaire. Après, vous avez un certain nombre de produits financiers tels que les certificats de dépôt, vous avez les titres des organismes de prévoyance, en fait, les OPCVM, les organismes publics et collectifs de valeurs mobilières, monétaires, les OPCVM monétaires. D'accord? Et puis après, vous avez les dépôts à terme ouverts auprès de la Trésorerie générale du Royaume, c'est-à-dire que quelqu'un, il peut ouvrir un compte auprès du Trésor et ce dépôt à terme, au même titre que donc ce qu'on a vu tout à fait au début, là, donc les comptes à terme, eh bien, on peut avoir également un dépôt à terme auprès de TGR. Donc, alors, OPCVM, c'est organisme public, donc je m'excuse, donc le collectif, pardon, organisme public collectif de valeurs mobilières, les OPCVM. Donc, en fait, ce sont tout simplement des fonds d'investissement, plus ou moins, composés donc de monnaie, donc composés de peut-être d'autres types d'actifs, notamment des titres, des actions, des obligations, etc., etc. Et là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est les OPCVM monétaires. Les OPCVM fonds monétaires, ce sont tout simplement donc des parts de fonds, en quelque sorte, qu'on peut liquider à tout moment, bien sûr, avec un coût de transformation évident. Voilà, donc j'arrive au terme de ce cours. J'espère que je n'étais pas très, très long. Donc, ce que je vous suggère, c'est de peut-être d'écouter une deuxième fois cette vidéo parce que peut-être il y a des petites choses qui vous ont échappé. Donc, mon conseil, puisque cette vidéo, vous pouvez donc la visionner autant de fois que vous voulez, en tout cas jusqu'à la fin du mois de février, donc jusqu'à ce que vous passiez vos examens, etc. Euh, Vous avez bien sûr le résumé de cours, donc je vous conseille bien sûr de revoir vos petites notes et puis de mettre des petites annotations donc au niveau de ces slides qu'il faudrait bien sûr imprimer, hein, parce que moi je préfère que vous ayez votre document papier, comme ça vous allez faire plein de petits gribouillis, donc parce que des fois les explications il faut les noter donc sur chaque slide. Et puis après, probablement d'ici demain, peut-être je mettrai à votre disposition un petit article de ces lectures obligatoires qui a un rapport avec ce que je viens de traiter avec vous et qui vous permettra donc de compléter votre cours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.